Stéphane, sois court et concis. Stéphane est de la prestance. Stéphane parle fort et intelligiblement. Stéphane, fais attention, tu parles à 18h, la moitié de la salle dormira et l'autre ne pensera qu'à l'apéritif. Donc Stéphane, sois clair et interactif. Je crois que je vais, pour une fois, essayer d'écouter les conseils de ma coach en communication et faire une présentation claire, concise et interactive. Certains d'entre vous, les premiers qui sont arrivés, les plus sérieux, ont reçu des petits boîtiers de vote avec 5 petits votes possibles, A, B, C, D, E. Et je vais commencer par une question que j'estime être à la hauteur de l'auditoire. Est-ce que vous pouvez me dire lequel de ces animaux n'est pas un mouton? Donc vous avez 10 secondes à partir du moment où je vais appuyer là-dessus pour me voter pour la bonne réponse. Voilà, le timer est en route. Je vous laisse appuyer. Ceux qui ont des boîtiers, merci de jouer à ce jeu et de participer honnêtement. Voilà. Et maintenant, si ça marche bien, je devrais avoir... Oh, magnifique. Il n'y en a même pas un qui est à l'apéritif. Moi, je pensais qu'il y en avait déjà un qui allait être à l'apéritif. Là, tout le monde a répondu correctement. Avant de vous donner des indications sur pourquoi cette question n'est pas si simple, je me permets juste d'introduire la keynote. On a décidé de faire une keynote sur comment le big data et l'IoT peuvent se mettre au service d'une discipline qui s'appelle l'apprentissage en français, le machine learning en anglais, et comment ça peut se mettre au service de cette discipline qui est vieille de 50 ans et qui aujourd'hui est une mine d'or pour nous tous. On va découper la présentation en 3 parties. Je vais introduire des sujets de machine learning et de big data. Je vais laisser ensuite ma parole à Hervé qui est juste là, qui est mon collègue spécialiste de l'IoT. Et enfin, vous allez avoir une présentation avec des partenaires avec qui on travaille sur un cas d'usage éloquent et impressionnant. Je laisse la surprise pour la fin. Alors, pourquoi c'est pas si simple ? Pourquoi reconnaître un mouton d'un autre animal, c'est pas si simple? Pourquoi vous avez tous eu en quelques secondes la réponse C sur vos appareils, et pourtant, c'est un exercice difficile. Est-ce que vous êtes capable de me donner les caractéristiques ou l'algorithme de décision dans votre tête qui vous a permis de dire « Oh, cet animal-là, c'est un mouton, et l'autre, c'est un cheval ». La taille, la couleur du poil, l'écartement entre les yeux, la forme du museau, la forme de l'animal, la forme des sabots, etc. Définir ces règles-là à l'avance, c'est un exercice difficile pour un ordinateur, et c'est ça un exercice d'apprentissage. Alors, pour vous prouver que c'est difficile, je vais vous poser une deuxième question. Toujours les mêmes peuvent jouer, les autres, vous pouvez juste jouer dans votre tête. Lequel de ces moutons n'est pas un mouton européen? Ah là, c'est plus dur. Je vois que vous faites un peu moins les malins dans la salle. Il faut répondre. Ah pardon, il faut que je clique. Pardon, excusez-moi, c'était pas lancé, ceux qui ont répondu. Voilà. Vous avez 10 secondes pour répondre, tant qu'il y a le petit timer là-haut. Pour répondre. Voilà, le vote est fait. Et là, je ne suis pas sûr qu'on ait 100%. En tout cas, si on a 100% de la bonne réponse, je serais épaté vers votre culture animalière. Ah! Et la bonne réponse est encadrée en rouge. Donc là, d'un coup, c'est moins bon. Pourquoi, d'un coup, tout le monde a... Ah oui, mais il faut dire qu'il avait une tête bizarre, le dé. Il faut dire qu'il avait une tête bizarre. Et c'est le C, la bonne réponse. Cet exercice est plus dur parce que je vous demande une granularité plus fine. Et pour avoir une granularité plus fine, j'ai besoin de beaucoup plus de données. Et c'est là, vous allez comprendre rapidement là où je veux en venir. J'ai besoin de beaucoup plus de données. J'ai besoin de données, un grand volume de photos, de caractéristiques, d'images, de flux Twitter, de sons, d'emails, etc., des données variées. Et j'ai besoin de pouvoir répondre vite. Je vous ai laissé 10 secondes, mais vous ne serez pas content s'il faut 10 secondes à un ordinateur pour répondre à cette question. Et donc là, d'un coup, je vous ai donné les 3 V dont vous avez tous déjà entendu parler du big data. Le big data vient résoudre les problèmes qu'a eu le machine learning pendant 50 ans, parce qu'on est capable de traiter un grand volume de données pour apprendre, des données variées, et tout ça de manière rapide. Alors, maintenant, je vais faire une petite parenthèse théorique sur comment fonctionne le machine learning
Et comment fonctionne l'algorithme de base de Big Data? Au moins, vous serez sorti dans la salle en disant « Ah, j'ai compris comment fonctionne le machine learning, comment fonctionne MapReduce ». Donc, 2 petits mots sur ces théories-là. La première, c'est comment un algorithme de machine learning fonctionne. Donc, comment on va aider Saint-Exupéry, le Petit Prince, à reconnaître un mouton, vraiment. Et à reconnaître un mouton européen du mouton australien qui était tout à l'heure sur la photo. Je récupère des données. Je récupère des données de plein de sortes différentes. J'en garde 20% dans la poche. J'expliquerai pourquoi je garde 20% de ces données-là dans la poche plus tard. Et puis, je choisis un modèle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du modèle devant vous maintenant, mais juste de manière à ce que vous ayez en tête quelques mots-clés. Ce modèle, ça peut être un réseau de neurones, ça peut être un arbre aléatoire, ça peut être une forêt aléatoire, ça peut être une régression logistique. Je choisis un modèle. Une fois que j'ai choisi le modèle, je m'entraîne. Je m'entraîne, ça veut dire quoi? Je montre à l'ordinateur des photos de moutons. Je lui dis ça c'en est un, ça c'en est un, ça c'en est un, ça c'en est pas un, ça c'en est un, ça c'en est pas un, etc., etc. Une fois que j'ai montré ces photos de moutons, je détermine avec lui quelles sont les caractéristiques qui sont importantes pour le distinguer d'un autre animal, dans le niveau de granularité que je veux. Donc j'ai une liste de milliers de caractéristiques, de milliers de features en anglais. J'ai une liste de milliers de features et je choisis celles qui sont importantes ou pas. Est-ce que la taille joue? Est-ce que l'écartement joue? Je vais vous donner juste un petit exemple. Je vais revenir en arrière juste là pour que vous compreniez. Ensuite, je fais de la cross-validation. Cross-validation, c'est une fois que j'ai calculé ce modèle-là, eh ben, je vérifie avec les 20% qui sont dans ma poche que les résultats obtenus sont corrects. Donc, une fois que j'ai mon algorithme de décision qui me dit si c'est un animal blanc avec le poil un petit peu ondulé, etc., c'est un mouton, je vérifie sur les 20% que ma formule est correcte. Et je réitère. J'affine et je réitère. Et dès que j'ai des nouveaux moutons qui apparaissent, je mets ça dans la machine. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on fait de l'apprentissage. Attention, un ordinateur n'est pas très intelligent. Si je lui donne, je reviens à mon premier slide, si je lui donne que 4 images, je lui dis ça c'est un mouton, ça c'en est un, ça aussi, et ça c'en est un autre qui n'en est pas un, alors il va me dire tous les animaux blancs sont des moutons et les autres n'en sont pas. Et une petite souris comme un cheval blanc seront reconnus comme des moutons. Donc il faut une quantité de données qui est proportionnelle à la quantité de caractéristiques que vous avez en face. Je reviens au slide en question. Donc ça, c'était pour expliquer comment fonctionne le machine learning. Maintenant, je vais dire un mot sur, sans rentrer trop dans les détails, sur comment, depuis 10 ans, on peut traiter cette quantité de données. Comment, depuis 10 ans, grâce aux algorithmes qui ont été inventés par Google et Yahoo en 2004-2005, les algorithmes de Big Data, Hadoop, MapReduce, que vous connaissez sûrement, en tout cas vous avez déjà entendu ces noms-là, comment on peut traiter des données massives et diverses. Un petit mot sur MapReduce. Un petit slide théorique sur MapReduce. Imaginons qu'on a une bibliothèque de livres. Voilà ma bibliothèque de livres, et je veux compter le nombre d'occurrences de certains mots-clés dans cette bibliothèque de livres. Si je n'avais qu'un seul ordinateur, je lui donnerais un livre, et à chaque fois qu'il voit un mot-clé, il met un bâton dans une base de données pour dire « Ah ben voilà, j'ai vu le mot chèvre, j'ai vu le mouton, j'ai vu le cheval », et à la fin, je compte. Mais là, j'ai beaucoup d'ordinateurs en cluster, donc je vais essayer de les utiliser. Donc je distribue mes livres aléatoirement entre mes machines, et puis chacun fait le boulot dans son coin. Chacun compte dans son coin. Une fois que j'ai fait ça, j'utilise d'autres ordinateurs dont chacun a un rôle unitaire de compter un mot-clé. Je récupère les informations et je somme. Les 2 premières colonnes bleues de mon slide sont la partie map, les 2 dernières sont la partie reduce. Alors vous allez me dire, ok, MapReduce c'est vachement simple en fait, on aurait pu inventer ça il y a 150 ans. Mais derrière ça se cachent un petit peu d'autres exercices plus difficiles. Si je vous demande par exemple la médiane entre 100 chiffres, la médiane, c'est pas la médiane de la médiane, c'est pas la médiane. Ça ne marche pas. Donc distribuer ça sur des ordinateurs, il faut avoir une intelligence. Et cette intelligence-là, c'est l'intelligence d'un nouveau métier dont vous avez souvent aussi entendu parler récemment, c'est l'intelligence des data scientists. Ils doivent être capables de récolter les données et de faire du MapReduce intelligemment pour pouvoir les distribuer sur les machines d'une infrastructure Big Data.
Donc voilà, je vous ai expliqué rapidement comment fonctionnait l'apprentissage, rapidement aussi comment fonctionnent les algorithmes de base de Big Data. Pour terminer ma partie, je vais quand même, je ne vais pas oser faire cette blague, revenir à nos moutons, etc. Je vais quand même essayer de vous dire qu'on n'est pas au Salon de l'Agriculture maintenant, personne d'entre vous n'a un but de reconnaître des moutons. Par contre, vous avez peut-être un de ces buts-là. Reconnaître un client, c'est le même exercice. Reconnaître un futur acheteur, c'est le même exercice. Reconnaître un early adopter de votre produit, c'est un exercice qui est la même chose. Faire du prédictif sur des fraudes, des pannes, des futurs clients, des offres, etc. Tout ça représente exactement le même exercice que de reconnaître un mouton et un cheval. Ça, c'est un exercice avec une granularité large. Ou de reconnaître un mouton français d'un mouton australien avec une granularité fine. J'en ai fini de l'explication générique là-dessus. Maintenant, il y a une deuxième question qui se pose, c'est cette donnée, on va la récupérer des données internes que vous avez créées dans votre entreprise, mais aussi on va la générer. Et pour la générer, je vais laisser la parole... Ah non, j'ai oublié un slide. J'ai oublié un slide. Excusez-moi. J'ai oublié un slide pour que vous vous reconnaissiez quelque part là-dedans. C'est un slide subliminal, je ne vais pas lire tout ça. Chacun va reconnaître sa colonne dans laquelle il est et va trouver son usage qui lui convient bien. Donc il y a des usages dans tous les secteurs de reconnaissance. Je reviens à mon discours de tout de suite. Donc, pour récupérer de la donnée, vous avez de la donnée interne, vous avez de la donnée publique, vous avez de la donnée d'État Lab, vous avez de la donnée des réseaux sociaux, et vous aussi, vous pouvez générer de la donnée. Et pour générer de la donnée, il y a un outil qui permet de le faire aujourd'hui, c'est les objets connectés. Et donc je vais laisser la parole à Hervé, qui est le directeur de l'agence Objets Connectés chez Open et qui va vous expliquer comment fonctionne tout ça aujourd'hui. Je t'en prie. Un, deux. OK. Alors, merci Stéphane pour cet exposé sur les moutons. Donc, nous avons le même coach en communication, donc je vais être bref, etc. Moi, j'ai demandé d'être en plus corporate. Donc, voilà, j'ai mis le t-shirt, ce que tu n'as pas fait. Alors, j'ai 15 minutes pour vous parler de l'IoT, de l'univers de l'IoT. Donc, c'est un gros challenge, très, très gros challenge. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'IoT, oui, c'est un catalyseur de data, d'une data un petit peu particulière. Parce que cette data, à l'heure actuelle, elle n'existe pas encore. Comme l'a expliqué Stéphane, ça va être une data extrêmement contextualisée à votre besoin, parfois en temps réel, permanente. Voilà, cette data, vous ne la trouvez pas aujourd'hui sur les réseaux, sur Internet, sur des banques de données. Il va falloir la générer. Donc, c'est un catalyseur de data. Donc, 15 minutes, c'est un gros challenge. Je vais partir du principe que j'ai 150 experts de l'IoT dans la salle et je vais vérifier ça tout de suite avec une première question. Voilà la question. À votre avis, à l'échelle mondiale, combien d'objets sont connectables à un individu à l'heure où je vous parle? Quand je dis objet, ce n'est pas toutes les marques d'objets. C'est par exemple une montre connectée, un frigo connecté, un pèse-personne connecté ou une voiture connectée. Alors c'est parti, je vous donne 10 secondes. Alors la réponse. Alors on va écarter les deux extrêmes. La réponse, c'est 200. Donc c'est Cisco qui a mené cette enquête l'année dernière. Il y a environ 200 objets. Pourquoi je vous montre ça sur ce premier slide? Parce que je veux vous amener sur un petit cheminement de questionnement. Pourquoi aujourd'hui, on va voir qu'il y a une petite distorsion entre un potentiel de marché sur l'IoT et une réalité opérationnelle sur les projets qu'on constate qui ne font que démarrer. Voilà. Il y a un très gros potentiel, mais ça démarre à peine. Et on va voir ensemble pourquoi ça démarre à peine. Donc 200 objets, c'est effectivement beaucoup. En France, en 2015, il y a une étude qui a été menée, il y a à peine 5% des Français qui possèdent un accessoire connecté. Alors vous baignez dans ces sujets, je suis sûr que dans cette salle, c'est beaucoup plus de 5%, mais c'est à peine 5%. Donc vous voyez, entre une capacité d'objet à connecter à l'individu et une réalité en France, où on n'est pas vraiment des early adopters dans tous les domaines, il y a quand même un phénomène de distorsion.
Alors rapidement, on va manipuler juste quelques concepts sur l'IoT et puis je vais vous parler de l'origine également de l'IoT. Donc c'est un sujet qui arrive plutôt du monde extérieur de l'entreprise au travers des accessoires connectés et qui rentre progressivement dans le monde de l'entreprise, qui jusque-là ne connaissait véritablement que ce qu'on appelait le machine-to-machine. C'était de l'interopérabilité entre deux systèmes, sans intervention humaine. Et petit à petit, on va rentrer ça dans les entreprises. Alors, j'ai fait une synthèse pour vous dire, mais d'où ça vient? Pourquoi ça commence à pénétrer le monde de l'entreprise? J'ai résumé ça en trois phénomènes. Premier phénomène, c'est un phénomène de rupture. Donc Stéphane en a parlé, deux typologies de rupture. La capacité maintenant à venir stocker et exploiter tout un tas de données. Donc c'est les notions de big data, machine learning, premier élément. Deuxième élément, c'est sur l'objet en lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de plus en plus facile, je vais dire, de construire un petit objet pour pas trop cher et pour faire une première phase de maquettage. On n'est pas sur l'objet industriel en grande série, voilà. Mais très facilement, on peut faire du prototypage. Ce que vous avez à l'écran, voilà, c'est une petite carte avec un microprocesseur qui analyse des signaux électriques entrant-sortant, voilà, sur lequel vous pouvez venir plugger tout un tas de capteurs, un accéléromètre, un gyroscope, un détecteur de distance, etc., etc. Ça coûte $100. C'est pas très cher la carte. Et puis il faut rajouter des capteurs dessus. Donc ça, ce sont les deux ruptures, on va dire, technologiques. Deuxième niveau de rupture, elle est économique. Je ne pouvais pas ne pas vous parler d'un phénomène qui est arrivé là, depuis 24 mois, c'est l'apparition d'opérateurs dédiés au monde de l'IoT. Avec un petit cocorico, une société française qui s'appelle Sigfox, société toulousaine, qui est un acteur majeur dans le domaine. Et ces acteurs-là mettent en place de l'infrastructure et du réseau dédiés à vos projets IoT. Et sur un plan économique, ça veut dire quoi? C'est qu'ils vont vous proposer, par exemple, des abonnements annuels pour un objet de l'ordre de 1 € jusqu'à 15 €. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ce qui est totalement incomparable à ce qu'on pouvait nous proposer autrefois pour faire des projets de ce type-là. Donc rupture économique. Et puis la dernière que j'aime bien, qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi une rupture intergénérationnelle dans le monde de l'entreprise. C'est plusieurs générations qui se côtoient. Cette fameuse génération Y, bientôt génération Z avec les millennials, qui sont eux des digital natives, qui viennent d'un monde totalement digital, qui ont l'habitude de manipuler des applis, d'aller chercher de l'information sans se poser trop de questions, face à une génération X, dont je fais partie, qui elle est plus tournée sur le monde, on va dire, concret, sur la réalité de l'objet, sur la réalité de la chose. Alors c'est merveilleux de voir ces deux générations travailler ensemble, parce qu'il y a une émergence folle d'usages et d'idées qui en ressort. Ça se traduit aussi, par exemple, lorsque vous regardez le CES cette année à Las Vegas, sur des leaders français, par exemple, tels que Engie ou La Poste, qui s'affichent sur ce type de salon avec une quinzaine de startups autour d'eux dans le monde de l'IoT. Voilà. On peut symboliser aussi cette rencontre intergénérationnelle à ce niveau-là. Alors, dernier point, le marché. Je vais aller vite. Bon, les cabinets d'études ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Mais peu importe. Les chiffres sont quand même là. Vous regardez l'IDC. L'IDC dit, à horizon 2020, il y aura plus de 200 milliards de choses connectées. Je dis choses, on est au-delà de l'objet. Gartner est plutôt sur 30 milliards. Peu importe. C'est plusieurs dizaines de milliards dans 4 ans. Donc ça va très vite et ces chiffres sont vraiment vertigineux. Pour autant, et toujours pour venir un peu contrebalancer ces chiffres, une enquête a été menée là, en janvier sur un panel de 400 entreprises en France. On a posé la question, jugez-vous que le sujet IoT est important, voire très important à vos yeux? À peu près 45% des sociétés consultées ont dit oui, c'est important, c'est même très important. Ok. Maintenant, est-ce que vous prévoyez de mettre un budget ou d'améliorer vos budgets sur les 2 prochaines années sur l'IoT? Ah là, c'était 20%. Vous voyez cette distorsion, le potentiel, tout ce qu'il peut y avoir de magique sur l'IoT, mais une réalité opérationnelle quand même qui n'est pas tout à fait en corrélation pour l'instant. Alors pourquoi ça? La réponse, elle vient de l'usage, une fois encore. Il est très difficile encore actuellement, et c'est souvent une étape majeure sur les projets IoT qui est un peu occultée à la base, c'est la rencontre du métier de l'IT dans les entreprises pour bien définir à la base. Ok, je vais récupérer de la data, super.
Je vais peut-être la corréler avec d'autres informations, mais pour quel usage? Pour quelle valeur ajoutée par rapport à ce que j'ai aujourd'hui? Pour adresser quel marché? Pour adresser mes clients? Pour répondre à des problématiques internes dans mon entreprise? Quel est l'usage? Alors on voit depuis là maintenant 12 mois à peu près, des segmentations qui arrivent, on vient caractériser l'usage. Déjà on caractérise avec des segments de marché. Donc McKinsey en 2015 a fait cette étude qui est très intéressante, dans laquelle ils ont dit il y a 9 segments de marché vraiment très propices pour l'IoT. On ne va pas tous les balayer, il y en a 3 qui sont majeurs. Le premier, c'est la santé, bien entendu, c'est tout ce qui est médecine prédictive, c'est également le bien-être qu'on met là-dedans. Le deuxième, c'est l'industrie. L'industrie plus pour améliorer les processus de production interne, pour faire de la maintenance préventive également, et puis pour gérer tout ce qui est santé et sécurité du travailleur. Dernier segment de marché très important, ce sont ce qu'on appelle les smart cities. Donc c'est tout ce qui est gestion urbaine, donc gestion des réseaux urbains, le trafic, l'eau, l'électricité, le gaz, les smart buildings par exemple, ou la sécurité du citoyen. Ce sont les 3 segments de marché a priori les plus prépondérants et les plus propices à l'IoT. Alors, une nouvelle question pour vous réveiller. Je vais vous parler de forages pétroliers, non pas de moutons. Pourquoi les forages pétroliers? Parce qu'en général, les forages pétroliers, eux, ils sont extrêmement early adopters sur tout ce qui est technologie et innovation. Et de plus en plus, dans la mesure où l'offre en pétrole est en train de dépasser la demande et donc une chute des prix du pétrole, les oblige à essayer de maîtriser une érosion de marge et donc à mieux maîtriser leurs coûts de production. Donc aujourd'hui, un forage pétrolier, en moyenne, c'est 30 000 capteurs. C'est énorme, c'est 30 000 capteurs qui récupèrent de la data toutes les secondes. Voilà. Alors, à votre avis, la question que je vous pose, c'est sur ce volume de data récupéré sur un forage pétrolier, quel est le pourcentage qui est exploité derrière? Je vous laisse 10 secondes. Voilà, là, je pense que ça y est, vous commencez à me suivre un petit peu sur mon discours. Donc, bravo pour ceux qui ont répondu A. Effectivement, c'est même moins de 1% de ces datas qui sont véritablement exploitées par les compagnies pétrolières. Pourquoi? Parce que pourquoi en faire? Je mets des capteurs, je récupère de la data, je suis super content, j'ai des constantes de tout ce que vous voulez, de température, de pression, etc. Je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai pas réfléchi en amont à comment exploiter ces datas. Alors on continue à caractériser les usages. Voilà, on commence à voir apparaître des segments dans l'IoT. On commence à segmenter l'IoT. Vous entendrez parler du Human IoT. Donc tous ces segments-là proposent des concepts qui leur sont dédiés. Je ne dis pas des normes, parce que c'est une problématique sur l'IoT, il n'existe pas encore réellement de normes. L'Human IoT, c'est tout ce qui concerne l'interfaçage de l'homme avec la machine, avec l'intelligence artificielle, avec la robotique. On parle aussi de Double IoT, c'est l'Industrial IoT. Et là, c'est plus relatif, finalement, au marché des industries, des manufacturiers, pour venir optimiser les îlots de production, les chaînes d'assemblage, les chaînes de montage. Voilà, donc vous voyez que l'usage commence vraiment à se segmenter, petit à petit. On va dissocier les processus externes à l'entreprise des processus internes à l'entreprise. Je vais parler 2 secondes des processus externes. C'est quoi? C'est principalement pour les clients aujourd'hui qui produisent des objets, voilà, de dire est-ce que je pourrais connecter cet objet de manière à mieux comprendre l'usage qu'il en est fait par mon client? Comment il le manipule, comment il l'utilise, etc., etc. Une fois que je sais ça, alors je pourrais peut-être développer un nouveau service. Je pourrais peut-être améliorer mon produit. Donc cette notion-là qui commence à apparaître s'appelle le PRM, le Product Relation Management. Donc c'est un peu le pendant du CRM, mais c'est de la data qui est amenée par l'utilisation de l'objet. Dernier point, qui est aussi un frein ou qui rajoute un peu de complexité sur ces projets IoT, c'est la rupture d'un business model. C'est-à-dire que quand vous plongez sur ce type de projet, que vous avez bien défini votre usage, la question à se poser, c'est « Ok, une fois que je vais récupérer cette valeur, qu'est-ce que j'en fais? Comment je la commercialise? Est-ce que ça devient un service que je délivre à mon client? Est-ce que ça devient donc un service que je propose sous forme d'abonnement, de chiffre d'affaires récurrent? Est-ce que j'en fais un produit? Est-ce que je propose moi-même un service de supervision de ces objets? Bref,
il y a de très fortes chances qu'il y ait une rupture dans votre propre modèle économique lorsque vous plongez sur ces projets. Voilà, donc je vais bientôt terminer. Juste pour vous rappeler, quel que soit le cycle que vous allez utiliser sur une méthode de travail sur un projet IoT, je prêche pour ma paroisse, moi j'aime bien celui-là, n'omettez pas les 2 premières phases qui sont extrêmement importantes, qui sont celles d'imaginer, de faire de l'émergence d'idées, d'aller dégrossir les usages. C'est la première étape importante sur l'IoT. Dégrossir les usages et être sélectif sur les usages qui seront soit des quick wins, soit ceux qui vont vous rapporter le plus de bénéfices. Et derrière, commencer à rentrer sur le design et la conception de services, et donc le parcours utilisateur. Les autres, je vais passer. Voilà, donc je terminerai par ma définition sur les objets connectés. Gardez en tête que l'IoT, ce n'est pas uniquement l'objet ou la chose connectée. Ça, c'est la partie très sexy, très apparente de l'iceberg. Et l'IoT, comme Stéphane en a parlé un petit peu, c'est une chaîne de valeur. Donc bien sûr, l'objet est très important en soi, c'est lui qui vient capter de la data, mais l'IoT, c'est aussi la plateforme de service derrière et également la plateforme de supervision de ces objets, la partie restitution de l'information et le backbone que vous retrouvez en bas, c'est la connectivité, donc le transport de la data, et la sécurité, qui est un élément et un sujet prépondérant dans une démarche IoT et qui intervient par ailleurs à chaque step de votre process. Voilà, alors, quand on a fait cette présentation avec Stéphane, on s'est dit on va manipuler pas mal de concepts, voilà, de théories, et on s'est dit ça serait quand même super sympa de vous montrer un usage dans un métier, donc dans le domaine médical. Donc pour cette raison, on a demandé à la société Attels que nous accompagnions sur le déploiement de leur plateforme digitale complète, au travers du cardiologue, le docteur Jean-Michel Tarlet, qui va venir vous parler avec ses mots à lui de médecin, dans son domaine à lui, vous expliquer pourquoi cette chaîne de valeur peut lui amener beaucoup plus aujourd'hui et demain dans son métier. Merci. Merci. Ça marche? On entend? Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir plutôt. Je suis très heureux de vous présenter la société Attels et je remercie la société Open de nous permettre de le faire. Et je vais vous expliquer en quoi notre partenariat est important. La société Attels est née il y a, au moins dans notre tête, quelques années, mais officiellement depuis 1 an, qui permet de rechercher les nouveaux cas de médecine prédictive, notamment dans le domaine de la cardiologie. Je vais essayer de passer très rapidement, mais sans faire de vous des experts de cardiologie, mais vous dire que l'électrocardiogramme, comme beaucoup de personnes entre vous le savent déjà parmi vous, c'est le Graal pour un cardiologue. L'électrocardiogramme, c'est la possibilité de surveiller en direct, en permanence, l'activité et le fonctionnement d'un cœur. Et c'est pour ça que régulièrement on voit dans les films, etc., un électrocardiogramme qui déroule. En 1958, les Américains ont inventé le soin intensif cardiologique, parce qu'ils avaient bien conscience que la surveillance de cet électrocardiogramme était devenue quelque chose de très important. Donc ils ont mis tous les malades graves, par exemple les infarctus, dans un lit, ils leur ont branché une machine, cette machine lisait en permanence l'électrocardiogramme et permettait de soigner le patient du mieux possible. Et c'est comme ça d'ailleurs que la mortalité des infarctus est passée de 50% à 5% à la suite de l'invention de ces soins intensifs cardiologiques. Et puis en 1971, on a inventé le Holter. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà porté un Holter. C'est un gros appareil que vous portez à la ceinture avec des électrodes qui sont branchées sur votre poitrine, qui surveillent le cœur. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas votre électrocardiogramme en direct. Vous êtes obligé de retourner chez le cardiologue qui va lire quel a été le déroulé de votre électrocardiogramme pendant 24 heures. Et donc, en 2015, un petit peu avant en vérité, mais en 2015 officiellement, nous avons inventé le protocole de cardionexion. Le protocole de cardionexion nous permet de surveiller l'électrocardiogramme ambulatoire au moyen d'un tissu connecté. C'est donc un nouvel objet connecté qui demande énormément de sophistication au niveau digital. Pour exemple, vous avez ici un électrocardiogramme, là encore sans faire de vous des spécialistes d'électrocardiogramme, mais un électrocardiogramme normal, avec des petites ondes. Vous voyez, il y a une onde
une petite onde devant chaque grande onde qu'on appelle une onde P, puis un complexe QRS, elle est suivie d'une onde T. Et vous voyez que dans l'électrocardiogramme du bas, d'abord on n'a plus d'onde P, on a une espèce de trémulation de la ligne isoélectrique et une irrégularité des battements cardiaques. C'est ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire. Cette fibrillation auriculaire touche à peu près 1 million de personnes en France, et son problème, c'est qu'elle est responsable d'accidents vasculaires cérébraux, le fameux AVC. Parce que quand l'oreillette ne se contracte plus, elle ne chasse plus le sang, et en ne chassant plus le sang, il peut se faire des petits caillots, lequel petit caillot, après, est expulsé du cœur, suit le fil de l'eau, va arriver au niveau d'une artère. Si c'est une artère du cerveau, ça s'appelle un accident vasculaire cérébral, dont on peut malheureusement penser qu'une issue fatale immédiate est souvent préférable à des années de fauteuil roulant avec le truc. Bon. Enfin, des fois, ça se passe bien. Donc, voilà pourquoi la surveillance de l'électrocardiogramme permanente, pour nous, était quelque chose de très important. Je vous ai mis un deuxième électrocardiogramme, là aussi, sans être grand clair en matière d'électrocardiogramme. C'est un patient que je surveillais au moyen d'un Reveal. Un Reveal, c'est un petit boîtier qu'on implante directement dans la poitrine parce qu'on se dit, celui-là, il me fait un coup tordu. Je vais savoir. Et donc, vous voyez que très rapidement, je n'ai pas pu vous mettre tout le déroulé parce que c'est la taille de l'écran de l'ordinateur. Très rapidement, vous voyez que l'électrocardiogramme se ralentit et puis il fait une pause qui a été assez impressionnante chez ce malade. Elle était de 1 minute 30. Et là où je vais vous étonner, et là où je l'ai été moi aussi, c'est qu'il ne l'a pas senti. Donc vous voyez que là, en termes de médecine prédictive, c'est quelque chose de très important. J'ai dit à ce malade, attention, tu risques de mourir, et je vais lui apporter la solution, rassurez-vous, c'était celle d'avoir un pacemaker rapidement. Donc je me permets donc de vous présenter la société Atelf, qui est une start-up locale, disons du sud de la France, plus exactement de la métropole marseillaise, qui est labellisée French Tech, qui a développé plusieurs brevets, notamment sur un capteur tissé, étirable, lavable, je vous montrerai une slide tout à l'heure, qui peut s'intégrer à un tissu, qui peut être imprimé sur un tissu sans en changer l'usage. C'est-à-dire que si vous touchez le tissu, cette électrode, vous ne la sentez pas. On pourra vous la montrer tout à l'heure. Nous avons aussi également un brevet sur un algorithme de sélection des électrocardiogrammes, parce qu'on ne pourra pas surveiller tous les électrocardiogrammes en même temps. Évidemment, ces algorithmes ont été validés par des cardiologues. Donc, le principe est simple. Vous voyez que le patient a un t-shirt équipé donc du capteur, un capteur tissé insensible. Alors, pour 50% de la population, c'est très pratique, parce que le soutien-gorge est très proche du cœur et enregistre une activité très, très fiable. Mais pour les hommes, il nous faudra un t-shirt sans doute un peu moulant, parce qu'il nous faut un contact avec le cœur, avec la peau, pardon. Ce t-shirt est équipé du capteur et d'une technologie embarquée qui communique avec un smartphone au moyen d'un Bluetooth low energy. Et vous voyez là sur la diapositive le t-shirt qui envoie un électrocardiogramme en permanence au smartphone. Le smartphone, lui, sert en gros de modem. Il y a déjà un premier niveau de cryptage à cet endroit-là. Le smartphone sert de modem et envoie l'électrocardiogramme à des data centers. Des data centers web scale avec une importance considérable, notamment en matière de cryptage, en matière d'anonymisation des données, etc. Ce data center va faire un tri grâce à l'algorithme des électrocardiogrammes, et va dire ceux qui sont normaux, on ne les présente pas. Par contre, ceux qui sont pathologiques, c'est là que vous avez un petit point d'exclamation, ceux qui sont pathologiques, on va les présenter à une plateforme scopique. Et en permanence, vous aurez des gens qui, comme dans les soins intensifs, surveillent les électrocardiogrammes normaux et des électrocardiogrammes anormaux. Et la réponse possible de ce centre de surveillance scopique où il y a en permanence un cardiologue, elle est de 3 types. Soit il ne valide pas l'alarme en disant non, ça c'est un électrocardiogramme normal, comme ça arrive très souvent, notamment en soins intensifs, ça c'est un électrocardiogramme normal, on ne va pas l'interpréter. Soit il va dire au malade, sur son smartphone, il y a un petit truc qui ne va pas, je voudrais que tu prennes rendez-vous avec ton médecin traitant. Soit il va lui dire, et ça c'est dans les cas les plus extrêmes, ne bouge pas, on te géolocalise et on t'envoie les secours. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, par exemple, il y a, je vous montrerai tout à l'heure, des électrocardiogrammes qui sont très préoccupants. Notre ambition, elle est donc
de mettre en place la première marche de ce qu'est la médecine prédictive. Et grâce à ce système, grâce à ce protocole cardionexion, un t-shirt ou un soutien-gorge équipé de cet algorithme et de son énergie, nous pouvons déceler les accidents vasculaires cérébraux rapidement, puisqu'on va déceler les fibrillations auriculaires. On peut essayer de limiter aussi le nombre d'infarctus et d'ischémie myocardique. Pardon, j'utilise un mot que certainement vous paraît un peu abscon, mais vous le faites aussi. J'ai comme ça appris que j'étais un métier. Bon, le nombre de troubles du rythme auriculaire, de troubles du rythme ventriculaire, les bradycardies. Voilà un mot que vous ne connaissez pas peut-être. Les bradycardies, c'est simplement le ralentissement du rythme cardiaque. C'est le contraire de tachycardie. La surveillance et l'orientation des traitements antiarythmiques. La belle affaire, une fois qu'on a détecté une fibrillation auriculaire, il va falloir qu'on la traite. Grâce au protocole cardionexion, nous saurons s'il est bien traité, si le médicament est efficace, s'il lui faut par exemple en plus des anticoagulants parce que malgré le traitement, il continue de faire des épisodes de fibrillation. Tout ça, on le saura rapidement. Une diapo que je vais vous montrer tout à l'heure qui est sur la mort subite du nourrisson, mais de nombreuses autres applications, comme par exemple sur les sportifs, sur le dépistage des apnées du sommeil qui touchent quand même 2 à 4% de la population. Les pathologies pulmonaires, les pathologies infectieuses, là aussi l'électrocardiogramme nous renseigne là-dessus, et quelques applications militaires. Prenons le cas particulier de la mort subite du nourrisson qui touche quand même un cas sur 2000 naissances. Il y a 800 000 naissances par an en France, un cas sur 2000 naissances. Finalement, le syndrome de la mort subite du nourrisson, c'est quelque chose d'assez fréquent. On peut très bien imaginer qu'avec une grenouillère connectée et un smartphone sur la table de nuit de la mère, on peut les faire disparaître. Pourquoi ? Parce que, en fait, la mort subite du nourrisson, c'est quelque chose de dramatiquement simple. C'est une immaturité neurologique qui empêche le bébé oublie de respirer. Et en oubliant de respirer, les mécanismes de défense qui existent à l'âge adulte et qui existent plus tard et qui apparaissent autour de 4 ou 5 mois peuvent ne pas apparaître. Et c'est ça le problème de la mort subite du nourrisson. On pourrait, en le détectant immédiatement et en prévenant la mère, en lui disant « va réveiller ton bébé qui est en train de mourir », faire disparaître le syndrome de la mort subite du nourrisson. Voilà, un trouble du rythme ventriculaire. Vous voyez que là, l'électrocardiogramme, il est très loin de celui qu'on avait tout à l'heure. Et là, c'est un des exemples où on va dire au patient, « Ok, tu ne bouges plus, tu t'assois, on t'envoie les pompiers. » D'accord ? Ça, c'est un électrocardiogramme, c'est une détection qui est relativement facile. Donc, Open nous a aidés et nous a accompagnés dans tous les détails digitaux de ce domaine, que ce soit au niveau de l'application, que ce soit au niveau de l'informatique du t-shirt, que ce soit au niveau de la plateforme scopique, où il va falloir faire le tri des électrocardiogrammes normaux et des électrocardiogrammes anormaux, et sans faire de publicité pour une marque de surligneur très connue, je vous ai mis une photo d'une électrode. Alors vous avez des petits boutons de pression qui sont à côté, parce que ça c'est un tissu de labo, mais ça marche, on l'a déjà fait marcher, on l'a déjà présenté à une société savante de cardiologie. Vous avez l'électrode qui est imprimée. Quand on passe le doigt dessus, on ne sent rien. On ne la voit pas. Et c'est ça qui est intéressant, parce que parmi vous, peut-être que vous avez un t-shirt, une chemise, ça fait aussi. Sans aucun inconvénient, on a, au moyen d'un smartphone, une surveillance permanente, ambulatoire, 24 heures sur 24, avec un médecin au bout de la chaîne qui surveille l'électrocardiogramme. Open nous a donc permis de surveiller d'un bout à l'autre de cet objet connecté la faisabilité. On rentre en fait maintenant, sous vos yeux, dans une nouvelle ère, qui est celle de la médecine prédictive. Et je m'explique. Certainement parmi vous, vous avez déjà de temps en temps eu au moins une grippe, un rhume, une angine, et vous avez présenté des symptômes. Vous avez eu mal à la gorge. Vous êtes allé chez le médecin. Mon collègue vous a posé quelques questions, il vous a interrogé, il vous a examiné, il vous a fait ouvrir la bouche, il a constaté que vous aviez 2 énormes amygdales rouges purulentes, et il a dit « c'est une angine ». Et il n'a peut-être même pas eu besoin de vous faire une prise de sang pour vérifier ça. Ça, c'est la chaîne habituelle. Nous, on change de paradigme. C'est-à-dire qu'on va vous dire
ce soir, tu auras une angine, va voir tel médecin, il va te soigner. C'est-à-dire qu'on va passer toute l'étape où le patient présente les symptômes, où le médecin doit établir un diagnostic, on va passer directement à l'étape, va voir ce médecin, il a un diagnostic à te proposer, nous, on lui communique ce qu'on aura trouvé sur notre algorithme. Ça va nous demander d'adapter notre exercice de la médecine à nous médecins. Hein. Les progrès technologiques ils sont là. On va être certainement de plus en plus surspécialisés. Les patients qui nous seront adressés seront certainement beaucoup plus sélectionnés. D'autant plus qu'on pourra certainement ces t-shirts les adapter avec d'autres capteurs qui sont la géolocalisation, la température, l'oxymétrie, la fréquence respiratoire. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes prêts, nous médecins, à recevoir des patients qui sont adressés comme ça ? Et donc, moi aussi, j'ai voulu vous poser une petite question et faire marcher le petit boîtier. Donc, pour vous montrer à quel point la nouvelle recherche médicale, elle passe aussi par l'exploitation des données, par le big data, mais j'ai peur que dans ma bouche, ça soit un gros mot, le machine learning, pas très clair encore par rapport à tout ça. Et donc, je vous ai montré plusieurs courbes, je vous ai amené plusieurs courbes de fréquence cardiaque. Vous avez une courbe de fréquence cardiaque, la première, qui est très simple, c'est un patient qui a oublié son médicament. Et vous voyez comment tout de suite, avec un objet connecté qui surveille le cœur, on va pouvoir savoir qu'il a oublié ses médicaments. La courbe d'après, c'est une courbe justement de fibrillation auriculaire. C'est une courbe, vous voyez, qui devient pendant un laps de temps très irrégulière, mais pendant plusieurs heures. Ça, c'est une courbe qu'on va pouvoir croiser avec d'autres données, par exemple celle du traitement. Vous avez la courbe en bas, qui est celle d'un autre trouble du rythme, et qui, vous voyez, qui atteint un plateau à un moment, qui tape à 150. Et puis vous avez une courbe qui est aussi pathologique, parce qu'elle est complètement plate. Ça, c'est une autre maladie, par exemple, qui s'appelle l'incompétence chronotrope, où un malade ne peut pas faire d'efforts, son cœur est bloqué à 50. Et que ce soit la nuit ou le jour, il est bloqué à 50. Parfois, c'est parce qu'il a un médicament. Donc, je vous ai prévu un petit jeu. Quelle courbe vous paraît-elle normale ? Vous avez 10 secondes à peu près pour y répondre. Je reviens. Allez, ça commence, pardon. Bon, il n'y en a que 5 qui ont répondu pour l'instant. Je vous laisse encore un peu de temps. Si, ça marche. Il y a le petit carré noir qui marche en bas. Bon, allez, ça va. Je vais passer la diapositive suivante. Bravo, ça a bien marché. 20% ont raison. Vous voyez, c'est une courbe tout à fait normale avec des accélérations, par exemple quand les patients vont faire des courses, quand ils vont faire du sport, et avec des moments de repos. Vous avez cette courbe C. Alors, bravo, parce que je viens de dire qu'elle n'était pas normale, parce qu'elle était complètement plate. Vous avez une courbe, vous voyez, il y a un ralentissement qui devient très important, ce qu'on appelle une bradycardie, et une courbe qui est celle d'un malade qui ne va pas bien, et elle s'accélère en permanence parce que le cœur commence à compenser une pathologie pulmonaire. L'exploitation des données va nous permettre aussi, en croisant ces courbes, d'avoir des informations très importantes. Et je vous ai mis une courbe très amusante en bas, où vous avez la courbe de la fréquence cardiaque et la courbe de la température. Et vous voyez qu'à un moment, ici, au niveau de 24 heures, il se passe un petit phénomène. Vous avez une descente de la température et une descente de la fréquence cardiaque. Les deux sont d'ailleurs souvent en même temps. Vous savez ce que c'est, ça ? Je vais vous le dire. C'est la grippe. C'est ce qu'on appelle le V grippal, qui est bien connu par les médecins. Et par exemple, vous avez un patient qui fait un problème comme ça dans une maison de retraite, on peut appeler la maison de retraite en lui disant « celui-là, il faut l'isoler, il a la grippe ». Et dans 2 heures, il aura 40 degrés de température. Donc vous voyez que le big data, pour nous, ça va être vraiment l'objet de la nouvelle recherche médicale et qu'on va pouvoir, je ne peux pas vous dire qu'on va trouver parce qu'il faut qu'on le fasse tourner, mais on va pouvoir mettre en évidence de nombreuses pathologies. Je vous remercie. Tout à l'heure, Stéphane Messica nous a dit que le machine learning nous permettait de prédire les pannes. Pour nous, en cardiologie, une panne, ça peut s'appeler une mort subite. Donc c'est pour ça que c'était très important. Merci pour votre attention. Je reste là-dessus. Cool.
Je vais juste demander, avant de commencer les questions, à Nicolas Devos et Pierre-Paul Goiffon de nous rejoindre pour pouvoir répondre. Nicolas Devos, c'est notre expert technique sur tous les sujets IoT chez Open. Et Pierre-Paul, c'est le DG de Ethels et qui va permettre de répondre aux questions. Donc on a 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à toutes vos questions. T'as un micro. S'il y en a des questions. T'as quoi? Il y a une question ici, là. Ah pardon, allez-y, madame. Bonjour. Je vois bien les cas d'usage du coup dans le domaine de la médecine, mais dans notre société, nous avons des consultants qui travaillent à des bureaux. Quels seraient les cas d'usage possibles dans le contexte d'une société sans risque de mort subite? C'est un cas d'usage, donc. C'est le sens de votre question. Ça s'adresse à énormément de gens. Est-ce qu'aujourd'hui, un chauffeur de bus scolaire doit faire partie d'un cas d'usage? Est-ce qu'un pilote d'avion doit faire partie d'un cas d'usage? Est-ce qu'un militaire doit faire partie d'un cas d'usage? Est-ce qu'un pilote de chasse doit faire partie d'un cas d'usage? On peut l'établir à l'infini. Est-ce que les cliniques et leurs patients peuvent avoir aujourd'hui des possibilités d'un turnover plus important? Est-ce qu'aujourd'hui les réseaux d'hospitalisation à domicile ne sont pas intéressés par ce genre de cas d'usage? Donc ça peut se décliner à l'infini. Ça peut se décliner à l'infini. Je crois que la question, c'était sur un cas d'usage générique autour du big data, pas seulement autour de l'objet connecté. Là-dessus, vous êtes confiante que ça peut vous servir même dans votre entreprise. Oui, d'accord. Donc, je vais répondre à des cas d'usage plus génériques. Donc, il y a deux sujets. Est-ce qu'on peut avoir des objets connectés pour des entreprises qui sont plus traditionnelles? Et pour le big data, je peux revenir au slide tout à l'heure. Il y a des cas d'usage RH, par exemple. On travaille en ce moment chez Open sur des cas d'usage d'optimisation de carrière. Donc on analyse des données de carrière avec des CV, avec des évolutions de carrière, on croise ces données-là, avec des données externes aussi, et on arrive à faire de l'optimisation de carrière sur des usages qui peuvent servir même dans des sociétés de bureaux. Et pour des objets connectés, peut-être tu vois d'autres usages plus traditionnels là-dessus, Nicolas? Oui, je ne sais pas si ça marche. Alors, on est plutôt, non pas sur le salarié, mais plutôt sur l'environnement du salarié. Donc, au travers des open space, par exemple, au travers du bureau même du salarié. Donc, on est plutôt sur une notion d'immeuble intelligent, en fait, et de calculer la gestion des lumières, la gestion de la température, etc., sur les open space, par exemple. Donc, ça, c'est des cas très pratiques qu'on met en place sur certaines entreprises. Une question par là, je crois. Okay. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je voulais savoir l'impact des objets connectés sur l'être humain. Est-ce qu'il y a eu des études de fait? Parce qu'en fait, on voit que les objets connectés sont soit par radio, soit par Bluetooth, soit par différentes technos. Et je voulais savoir s'il y a une étude qui a été faite là-dessus, parce qu'on va être connecté, mais de manière collée, comme j'ai l'impression. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une étude sur ce sujet ou pas du tout? Malheureusement non, parce qu'on n'a pas assez de recul finalement sur le sujet. Bon, non, mais vous avez raison, hein, c'est un vrai débat, mais on manque de recul. Voilà, on manque de recul sur le sujet. Pour autant, voilà, il y a quand même, on parlait d'implants sous-cutanés ce matin pendant la keynote d'ouverture. Ça existe déjà. Sur Paris, l'année dernière, il y a eu ce qu'on appelle des implant parties. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus et qui se sont fait implanter des puces RFID sous-cutanées. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça rajoute énormément dans le flux d'ondes qui vont être autour du nourrisson. Non, pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'études. Alors après, dans le domaine peut-être particulier, non. Je peux apporter un élément de réponse complémentaire, peut-être? Ça fonctionne? Oui, il va te... En l'occurrence, l'objet connecté qui aujourd'hui représente peut-être le plus de danger, c'est votre smartphone.
D'accord? Une électrode, pour ne prendre que notre exemple, une électrode, c'est passif. Complètement passif. Il n'y a pas d'émission d'ondes, quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas, à aujourd'hui, il n'y a pas la moindre étude sur ce sujet et la moindre alerte sur ce sujet. Il y a eu une étude qui a été faite, mais sur le smartphone. Au début, on pensait que ça augmentait le nombre de tumeurs du cerveau. Et puis les études ultérieures l'ont infirmé complètement. Et pour l'instant, a priori, toutes les études un peu sérieuses qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas d'incidence. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, on ne le trouvera pas. Mais pour l'instant, on n'a pas mis en évidence une incidence sur la santé. Une question en haut, ouais. Oui, bonsoir. Vous disiez, docteur, que cette nouvelle approche de la médecine allait poser la question de la réaction du corps médical. Je vais vous poser une question un peu plus provocatrice. Est-ce qu'on aura encore besoin d'un corps médical dans l'état où il est actuellement si les systèmes prédictifs, finalement, résolvent 80% des problèmes ? C'est une question très provocatrice. Je vous remercie de l'avoir posée. Bon, si demain je vous dis, monsieur, vous avez une artère du cœur qui est bouchée, vous préférez que ce soit n'importe qui vous la débouche ou quelqu'un qui est spécialisé, qui l'a fait déjà 100 000 fois. Voilà, la spécialisation, elle va quand même rester au niveau du traitement. Il y aura de toute façon toujours des patients qui vont présenter des symptômes. Là, on est en train de franchir une première marche, en fait, sur la médecine prédictive. On va raccourcir le temps de diagnostic, certainement pas pour l'instant le temps du traitement, et de toute façon, un diagnostic, il faut toujours le confirmer ou l'infirmer. Donc oui, il y aura toujours besoin, je vous rassure, de médecins. Je ne suis pas très inquiet pour ça, mais en fait, la manière va changer. Et même, probablement, l'enseignement de la médecine va devoir changer. Parce qu'il va falloir préparer les gens à ce genre de réaction et de réactivité. Mais pour moi, il ne fait aucun doute que dans 50 ans, on pourra se lever le matin, avoir un message sur son smartphone qui dit « Ce soir, tu auras la grippe » ou « Tu as un cancer du côlon depuis cette nuit, c'est pas grave, va voir un tel, il sait l'enlever. » Non, mais et ça ne sera pas plus grave du coup, puisqu'on le prendra extrêmement précocement. Tout le monde sait par exemple très bien que les cancers, plus ils sont pris tôt, plus ils sont anodins. Là, on les prendra à la naissance, donc ils resteront complètement anodins. Et les ruptures technologiques ont toujours fait changer les métiers. Si on parle, le métier d'enseignant aussi a changé avec les MOOC, et le métier de médecin va changer avec les objets connectés. Il n'y a pas de problème avec ça. On n'entend pas. Toujours pas. Ah si, c'est bon. Donc Thomas Daubigny, CDO Bureau Veritas. On parle beaucoup de l'IoT depuis un certain temps. On voit que ça commence à exploser maintenant. On comprend que le coût des capteurs est beaucoup plus faible. On voit aussi qu'il y a des évolutions sur la connectivité. Donc c'était plus une question pour Open. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Parce qu'on a vu que la 4G, c'était un peu la connectivité, un peu les nouveaux usages. On voit que la 5G arrive et va permettre beaucoup de choses sur la connectivité, mais ça ne va pas arriver avant 2020, 2021. Il y a des nouvelles normes autour de Narrowband IoT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus sur ces aspects connectivité de l'IoT dans des contextes industriels et quelle est votre vision sur le sujet? C'est technique, c'est pas pour moi. La connectivité, c'est un ensemble de protocoles, de services. On a effectivement les réseaux tels que vous les abordiez, la 4G, la 5G, qui vont suivre une évolution perpétuelle pour augmenter les niveaux de bande passante, permettre de connecter encore plus de devices par antenne. Mais il y a aussi beaucoup de choses. On n'est pas que dans une recherche d'une augmentation de la bande passante ou du débit. Il y a aussi, avec les acteurs comme Sigfox, la possibilité de connecter des milliers, des milliards de petits objets qui envoient très très peu de données, mais qui du coup produisent un maillage hyper fin et permettent de générer ces grands volumes de data, tous mis bout à bout. Donc ça part effectivement dans tous les sens. Et il n'y a pas un type de connectivité meilleur que l'autre, mais c'est plutôt le fait d'avoir l'opportunité de choisir, de coupler, de mixer l'ensemble de ces différentes plateformes de communication qui permet de répondre à l'ensemble des usages et des besoins qu'on peut avoir.
avec des coûts économiques aussi, des changements dans les modèles de coûts économiques dont pouvait parler Hervé tout à l'heure. Merci. Avec la multiplication des capteurs et donc des données qui sont générées, on va pouvoir avancer beaucoup plus sur le prédictif sur tous les sujets. Et du coup, quel est selon vous le rôle de l'assureur dans tout cela ? Question très intéressante sur laquelle nous avons anticipé au niveau de notre société Atels depuis à peu près 2 ans. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, d'abord parce que ce sont des modèles qui n'existent pas. Donc il y a un nouveau modèle assurantiel à créer et beaucoup de questions restent en suspens à ce jour. Beaucoup. Encore une fois, il faut attendre que certains cas d'usage soient générés pour qu'on puisse véritablement avancer sur ces sujets. Nous, à titre de la société Atels, on travaille avec des assureurs franco-français, mais des assureurs aussi nord-américains sur ces sujets-là, et on a d'énormes difficultés à trouver le bon équilibre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pour vous donner un exemple assez bref, le coût sociétal de l'accident vasculaire cérébral dont je parlais tout à l'heure, c'est 5 milliards d'euros par an en France. Si on peut garantir que grâce à un protocole cardionexion, il y aura 0 AVC chez les gens qui sont branchés, il est évident que le risque va changer et donc que l'assureur certainement va avoir besoin d'en tenir compte. Je pense qu'effectivement, il y aura une incidence au moins aussi importante chez les assureurs que chez les médecins.